Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser la correction d'un ECE SVT 2025 en rapport avec la génétique. Ce sujet s'intitule Une exception à la troisième loi de Mendel et aborde différentes notions fondamentales de génétique générale utiles pour le bac et post-bac. L'amorce met en évidence le rôle fondamental qu'a joué Gregor Mendel, père fondateur de la génétique, qui, en réalisant des croisements avec des pois présentant une grande variabilité phénotypique, a déterminé les trois grandes lois de la génétique. Parmi ces lois, la troisième est celle qui ici va nous intéresser. Il s'agit de la loi de ségrégation indépendante, qui stipule que durant la première anaphase méiotique, la ségrégation dans une cellule fille d'un chromosome à deux chromatides se fait indépendamment de la ségrégation d'un autre chromosome à deux chromatides. Voici un schéma pour illustrer mes propos. Imaginons un individu double hétérozygote pour deux gènes sur deux chromosomes différents. Il est donc de génotype grand A, petit a, grand B, petit b. Après la duplication de l'ADN en interphase, on duplique le jeu de chromosomes. Les chromosomes sont donc à deux chromatides. Puis, en anaphase 1 de méiose, on va séparer ces chromosomes homologues, c'est-à-dire de même paire. Donc par exemple, le chromosome à deux chromatides grand A va aller dans la cellule bleue et le petit a dans la cellule verte. Très bien, mais maintenant, où va aller le chromosome grand B, dans la cellule verte ou bleue? Eh bien voilà tout le principe de cette troisième loi de Mendel. Les chromosomes homologues se séparent vers des cellules différentes, indépendamment des autres homologues qui se sont séparés. Ainsi, dans ce cas, on peut très bien aboutir avec des gamètes de génotype grand A grand B, ou bien grand A petit a grand B, ou petit a petit b, après la deuxième division anaphasique. De plus, une chose importante à comprendre est que cette migration est totalement aléatoire, donc chaque combinaison est équiprobable génétiquement. Dès lors, dans le cas où l'on veut prédire les résultats d'un croisement entre doubles hétérozygotes, cela est très simple. On a vu que le premier individu pouvait donner 4 génotypes, grand A grand B, grand A petit a grand B, petit a petit b, et le deuxième individu aussi, et ces probabilités sont donc de 25% chacune. Alors, en réunissant ces deux combinaisons, on fait le produit des probabilités pour y aboutir, ce qui donne le tableau montré en annexe. En revanche, cela indique les probabilités génétiques et non phénotypiques. En effet, les fréquences génotypiques peuvent différer des fréquences phénotypiques, car certains allèles sont dominants tandis que d'autres sont récessifs. Ainsi, on se retrouve avec 9 16e de phénotype grand A grand B, 3 16e de phénotype grand A petit b, 3 16e de phénotype petit a grand b et 1 16e du phénotype petit a petit b. Maintenant que nous avons compris la théorie, retournons dans le vif du sujet. Il nous est demandé de chercher à savoir si la transmission de différents couples d'allèles présents chez la drosophile obéit ou non à la troisième loi de Mendel. La stratégie adoptée consiste à déterminer les pourcentages des différents phénotypes d'une génération de drosophiles issus du croisement de parents doubles hétérozygotes pour les gènes Ebony et Scarlett, puis à les comparer au pourcentage attendu par la troisième loi de Mendel, sachant que les relations de dominance et récessivité entre les allèles des gènes nous sont données. Ainsi, on va devoir dénombrer les phénotypes que l'on observe sur notre échantillon de drosophiles, descendant du croisement entre deux parents doubles hétérozygotes pour ces deux gènes. Pour cela, on utilise Mesurine 2, qui permet de classer distinctement les différents phénotypes et de les dénombrer. A noter que j'ai annoté complètement au hasard ici les drosophiles. Cela ne représente donc pas les vrais phénotypes que je vous donne à l'écran. On observe alors 27 drosophiles, yeux rouges, briques, corps gris-jaune. 11, yeux rouges, briques, corps noir. 11, yeux rouges vifs, corps gris-jaune. Et 3 drosophiles, yeux rouges vifs, corps noir. Maintenant que nous avons dénombré cela, comment savoir si ces proportions sont vraiment associées aux proportions théoriques dont on s'attendrait en cas de ségrégation indépendante? Eh bien, on peut réaliser un test de Ki-carré, très utilisé en génétique. Cela n'est pas au programme, je tiens malgré tout à le réaliser pour que vous compreniez la logique derrière le dénombrement de drosophiles. On va utiliser la somme des différences entre la valeur observée et attendue des phénotypes, élevée au carré. Cela donne après calcul 0,833. On va prendre un seuil de 95% dans la table et on regarde pour n-1 degré de liberté, car ici on a 4 valeurs de fréquence.
On a notre valeur calculée qui est largement inférieure à celle de la table, 7,815. Donc on ne rejette pas l'hypothèse nulle et cela signifie que nos valeurs comptées sont significativement identiques à celles attendues sous la troisième loi de Mendel. Donc on a ici confirmé expérimentalement que ces gènes s'égrègent sous les conditions de cette loi. Il existe des cas, par contre, où ces rapports ne sont pas observés. Prenons deux exemples pour illustrer cela. Imaginons tout d'abord que les mutations récessives aient le même phénotype. Alors, on se retrouve avec un rapport 9-7. Aussi, dans le cas où l'allèle petit b est épistatique sur le gène grand A, alors on se retrouve avec des rapports 9-4-3. Car l'expression phénotypique du gène A dépend de l'expression génotypique du gène petit b. Et donc, dans le cas où il est double homozygote, il masquera le phénotype A. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à faire des suggestions en commentaire, je vous souhaite une excellente journée et plein de réussite.